Salut, fandom. Salut, salut, fan number one. J'espère que tu vas bien. Je crois que j'avais pas mis la musique. On va parler aujourd'hui d'un objet très sympa, une Tsuba. Un amoureux des Tsuba. Allez, je commence en une minute comme d'habitude. Le temps qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Ça sera plus court, hein, plus court qu'hier comme live. Les live objets sont quand même plus courts. Oui, ça va très bien, ça va très très bien. Et toi? Allez, je vais faire un petit tweet, le petit tweet qui va bien quand même avant de lancer ce live. Et puis let's go. Avant de faire mon tweet, je vais quand même combine. Okay. Le live objet. Boum. Normalement, c'est good. Je suis un petit peu blanc-bec là pour le coup. Un petit front brillant. Mais c'est normal, il faut que j'éclaire quand on a un objet comme ça. C'est l'objet surprise, hein. Alors je me suis mis bien en macro là, donc la Tsuba est même un peu trop... Elle est même un peu trop grande pour le macro. Je vais peut-être essayer de monter. J'ai hésité à mettre le macro. Faut que je gratte un petit peu. Mettre. On va pouvoir mettre. Petit tweet, petit blue sky pour faire briller des fronts. Hashtag brillage de front. Mais oui. Bon, en vrai, je sais pas si ça sert à quelque chose. On sait jamais, d'autant plus que l'histoire de... comment ça, du lien dans les tweets, les machins. Voilà. Qui veut venir, vient. J'ai envie de dire. On va faire samouraï. Bas. On met les mots-clés qui vont bien. Captain Tsubasa. À vrai dire, je sais plus pourquoi j'ai pensé à Tsubasa. J'avais pensé, je m'étais dit dans les noms, Kogei, tout ça, à utiliser, effectivement, pourquoi pas s'appeler Tsubasa. Je me suis dit, c'est peut-être un peu too much. Voilà. Un petit peu too much. Alors, attendez 2 minutes. Non, je dis 2 minutes. Je vais essayer peut-être de monter... Enfin, déjà, je vais enlever la boîte. Because la Tsuba, elle est là. Je vais essayer juste peut-être de remonter un petit peu mon pied. Là, je t'entends pas, hein, mais... J'entends pas taper. Oh, okay. On va essayer avec une boîte. Histoire de monter le bignou. Faut que je fasse super gaffe parce que... C'est mieux. Ça attire par hasard, les gens resteraient pour la qualité. De quoi de mettre plus haut Comme ça.
Après, c'est tout l'enjeu sur les objectifs de... Là, je suis sur un objectif qui est macro. Pas évidemment pas trop près, mais si je me mets à même pas 15-20 cm, on voit les détails. C'est tout l'objectif. Effectivement, l'intérêt de l'objectif, simplement, en ayant des objets qui sont très différents les uns des autres, et ben je fais avec. Bref, Tsubasa peut faire plus technique. Oui, bah ouais, non. Non, mais après, pourquoi j'ai pensé? En fait, moi, c'est pour la petite info, ouais, on attaque là-dessus. Déjà, bonsoir tout le monde. Le mec, il commence direct à parler. Déjà, bonsoir tout le monde. Ça, parce qu'on est en discussion café. Hein. Oui, bien sûr, là, évidemment. Une fois, tu vois, je suis un petit peu dans la pénombre, donc mon front n'est pas brillant. Mais on est obligé, effectivement, d'avoir une lumière qui va bien. La lumière du soir. Alors... Déjà bonsoir, et puis après je réponds à ta question pour l'histoire du nom. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live objet du mercredi. Si vous tombez par hasard, sachez que je parle toujours d'art japonais, d'antiquité japonaise et art coréen. Je fais différents lives, je vous invite à regarder les replays, les vidéos sur YouTube ou sur les réseaux dans lesquels en fait je parle aussi bien d'objets, aussi bien d'artistes. Hier on a parlé d'une suite qui est la suite des 36 vues du mont Fuji. À 21h, je trouve que 21h c'est très bien comme horaire, avec plusieurs sujets dont le sujet du mercredi qui est la présentation d'un objet. Je vais baisser la musique parce que je sens que Mathilda va me dire la musique est trop forte. Effectivement, quand je joue après, quand je fais du Diablo ou du Genshin, paf, normalement là c'est mieux au niveau de la musique. Et donc le mercredi, c'est le mercredi objet. Je prends le temps de vous présenter quand je peux, parce que je peux pas forcément le faire tous les mercredis, où il y a certains sujets d'ailleurs, certains objets. J'aime bien vous montrer des objets exceptionnels qui ont été vendus par exemple aux enchères ou autres. Mais quand en tout cas je peux vous montrer un objet comme c'est le cas là aujourd'hui, et ben je le fais, parce que l'idée de ce live c'est de vous montrer donc des objets d'art japonais ou coréen, mais ça va être majoritairement japonais, que j'ai, alors que j'ai plus, c'est des objets qui viennent et qui partent. Mais c'est surtout vous montrer les objets que vous voyez habituellement dès les musées. Si vous n'êtes pas collectionneur, c'est vous montrer les aspects particuliers de ces objets, puis surtout vous les montrer en macro. Because quand on est dans des musées, c'est souvent sous vitrine. Quand on connaît pas forcément, quand c'est pas bien éclairé, on voit rien. Et donc c'est tout l'objectif de faire ces lives, de vous montrer, de vous parler concrètement des objets. Voilà, vous savez tout. Est-ce que c'est bien comme intro? Donc là, encore une fois, c'est particulier, c'est-à-dire que l'éclairage, ne me tapez pas dessus. De toute façon, vous en foutez de ma tête, là. Mais je suis obligé de mettre la lumière à fond pour pouvoir éclairer l'objet du jour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Si vous voulez Attention, instant auto-promo, parce que c'est important. Si vous voulez en parler autour de vous, allez-y, avec grand plaisir. Merci. Merci Massilia. Si vous voulez me follow, me suivre, vous pouvez. Si vous avez un petit abonnement sub Prime, et ben avec grand plaisir, puisque évidemment le but c'est de développer cette chaîne, de faire demain aussi plus de vidéos en extérieur, potentiellement des rencontres, faire des duos, des interviews, donc voilà, tout soutien est bien entendu le bienvenu pour le moment. Et je pense que ça restera de toute façon souvent comme ça, sauf sur des sujets particuliers. C'est aussi dans l'intro, mais mais je veux le faire parce que l'autre fois c'était un sujet qui m'était venu en tête, l'histoire de laisser accessibles les vidéos. Je trouve que c'est le but. Ah, j'ai pas encore débloqué les abonnements. Bah écoute, c'est peut-être parce que je suis encore... Ah ouais, non, mais alors c'est ça. C'est que c'est encore en fait le stade, parce que j'ai pas débloqué le stade affilié. Je crois qu'ils ont un peu serré ce qu'ils appellent affilié, et justement des options qu'on peut débloquer. Et notamment, il y a un des critères alors il y a plusieurs critères, régularité, temps de stream, etc. Et il y a un des critères qui est celui d'avoir un minimum pendant 30 jours d'affilée. Je crois que c'est un minimum régulier de 3 viewers. Donc après, ça va dépendre des heures. Et c'est vrai que ayant déjà pas une grosse audience, parce que dans le domaine de l'art, on n'a pas des masses d'audience, mais le nombre d'heures, ouais, spectateur moyen de mémoire, c'est ça. Tout ça, j'ai. J'ai effectivement, par contre, le spectateur moyen qui, des fois, fluctue.
Donc voilà, bon, après je fais ça, encore une fois, comme je disais, je fais ça par plaisir, hein. Le but après c'est de faire d'autres sujets, après j'ai plein de sujets aussi en tête, mais en tout cas, ce que je souhaite c'est vraiment de laisser accessible aussi les vidéos, parce que je trouve que si on referme, bon bah voilà, c'est aussi un frein à des gens qui ont peut-être envie d'apprendre, découvrir, et puis qui vont pas y aller juste parce que ça coûte, j'en sais rien, si je fais 2 euros, 3 euros, c'est 3 euros je crois, les abos, moi-même, hein, je suis abonné à des chaînes en soutien, mais voilà, bref. Comme la parenthèse, tout ça pour dire que Monsieur et Grand Prince laisse les vidéos accessibles. Mais tu vois, l'histoire du déblocage d'abonnement, j'avais pas pensé à cette histoire. Ça va arriver. Bref, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est très bien, très bien, très bien. J'aime beaucoup ça. Il y aura du retour, hein, bien sûr. Apéro, limoncello, j'en sais rien. Je descends sur Nice. Voilà, il y aura quelque chose. Parlons quand même du sujet du jour, de cette grande Tsuba qui passe dans mon objectif, vous voyez, qui est assez grande. Pourquoi ça... Alors, si je monte, je vais pas le faire, hein. Non, parce que j'ai encore une fois, c'est un objectif macro, je suis sur un 105. Donc le 105 a parfois le pareil qui est très très haut. Voilà, vous voyez la taille de la Tsuba, on va dire que normalement c'est bon, c'est revenu. Franchement, c'est un truc bizarre, hein. Sérieusement, il faut que je fasse un mail sur Shure. Et pourtant, ce que j'ai fait, j'ai juste touché le truc. Soit il faut que je change complètement de connectique du micro. Ouais, je vois, parce qu'en fait, je vois mon son micro. Et soit c'est un problème de connectique sur le micro, soit c'est un problème de câble. Je penche sur le problème du câble, mais je verrai. Quand j'y touche pas, tout va bien. Merci en tout cas de me l'avoir fait remarquer. Donc la Tsuba, la garde de sable qui est ici en photo, et donc que je vous montre, donc en vrai de vrai, tac, qui est ici. Donc, vous voyez que la photo était très 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 lumineuse, hein, parce que vous voyez là ce que vous avez sous les yeux, on est sur la couleur, la vraie couleur de la Tsuba. C'est pour ça que des photos, j'ai des photos qu'il faut absolument que je refasse au macro. Vous voyez qu'elle est un petit peu chocolat, cette Tsuba. C'est une Tsuba de teinte qui est donc une patine plutôt chocolat. Et c'est une Tsuba qui est assez intéressante. Donc déjà pour préciser, ceux qui ne savent pas ce qu'est une Tsuba c'est une garde de sabre. Ok, c'est la garde que vous mettez sur... Vous avez le manche, tout cas du sabre. Vous avez une garde, une protection de la main, mais qui a d'autres aussi objectifs, qui se met juste avant. C'est la Tsuba. Et ensuite vous avez la lame du sabre. Donc la Tsuba, qui est cette pièce, moi je dis là par usage, par habitude. Tsuba, c'est un objet qui est, je dirais, l'objet le plus important finalement dans les décorations de sabre, dans ce qu'on appelle en anglais les sword fittings, tout ce qui va être les accessoires autour de la lame, puisque un sabre japonais, encore une fois, vous avez la lame, mais vous avez plusieurs pièces décoratives, dont cette fameuse Tsuba, qui a un rôle de protection, qui a un rôle aussi de poids. Quand vous allez trancher avec le sabre, vous imaginez bien que si vous avez une Tsuba qui est beaucoup plus lourde, donc ça va peser, donc votre geste va être beaucoup plus sec, beaucoup plus puissant. Et puis après, vous avez évidemment tout un enjeu décoratif, esthétique. Et le monde des Tsuba, c'est un petit monde des arts décoratifs, en tout cas dans l'art japonais. C'est ma spécialité. J'ai fait mes recherches là-dessus quand j'étais étudiant.
Maintenant, ça remonte à quelques années. Mais c'était mes sujets, mes 2 sujets de recherche ont porté sur les Tsuba. Je voulais d'ailleurs reprendre, en plus, encore une autre recherche là-dessus. Parce que c'est passionnant, parce qu'on est sur un sujet qui touche les forgerons japonais, mais on a des Tsuba, des garde-sable qui ont évolué au fil du temps en fonction évidemment des périodes de guerre, en fonction des tendances de mode, qu'est-ce qu'on a envie de représenter quand on est un samouraï. C'est quand même la Tsuba, vous imaginez, hein, un samouraï ou habillé sobre, pas forcément en armure, mais sobre, ou après en armure. Vous avez une pièce qui se voit quand la lame est dans son fourreau. La seule pièce mastoc que vous voyez, c'est la Tsuba. Donc c'est un peu le badge, le pins, ce que vous voulez, que vous voyez tout de suite, quoi. Donc il y a un vrai enjeu très très intéressant d'un point de vue esthétique, sociétal, social aussi d'un point de vue rang. Bref, c'est passionnant comme sujet. Le sujet donc quand même du jour, c'est effectivement cette Tsuba qui est assez particulière parce que c'est une grande Tsuba. Je vais la défiler comme ça pour que vous puissiez voir, mais bon, vous voyez la taille. N'hésitez pas si vous avez des questions évidemment sur cet objet, savoir ce que c'est, pourquoi, s'il est trous, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail des objets, à quoi servent les différents ANA, que vous avez sur les côtés. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est une Tsuba déjà qui a été, avant de rentrer dans le détail décoratif, c'est une Tsuba qui est d'époque. C'est une Tsuba qui est 18e, qui est Edo. C'est une Tsuba qui est en 19e, qui est donc de la période Edo. C'est une Tsuba qui a été utilisée. Pourquoi je dis que c'est une Tsuba qui a été utilisée? Vous remarquez notamment au milieu ce qu'on appelle le Nakago Ana, qui, vous voyez bien que ça simule, ça reprend en tout cas, et vous imaginez que la lame du sabre passe par ici. Une échelle, un petit objet pour se rencontre ou quoi? Alors, qu'est-ce que je vais te mettre comme objet dessus? Je vais juste regarder, elle fait 8 cm de diamètre. 8 par 8. Si je vais la sortir, je mets mes doigts dessus, ça risque absolument rien. Ouais, je vais prendre un iPhone. Vous voyez un iPhone. Et vous avez la Tsuba qui prend la place de l'iPhone. Si je la mets, je vais basculer en plein pot celle-ci. Vous voyez ma main et la garde est comme ça. Voilà. Donc 8 cm, 8 par 8, 8,8 en hauteur, 8,4 sur plutôt l'horizontale. Bon, voilà. On est vraiment sur une belle, très belle Tsuba, qui a pour particularité en plus d'être très différent de ce qu'on peut voir habituellement, en tout cas dans les Tsuba de collection. On est sur une pièce de collection, hein, qui est, je vous repasse sur l'objet, tac, qui est particulière. Je pense que vous avez remarqué, si vous connaissez un petit peu les Tsuba, si vous avez déjà vu des gardes de sabre, au-delà de celles que j'avais pu déjà vous présenter, c'est que celle-ci est particulière, alors, non pas par sa forme, c'est une forme qu'on appelle dans le jargon Nagamaru Gata, c'est-à-dire que c'est un rond, c'est un carré à bord rond, ou plutôt un rectangle à bord rond, mais vraiment très rond. On est à la limite du rond, du cercle. C'est une pièce, je vais vous remettre la photo, désolé pour cette photo qui est vraiment beaucoup trop claire, mais je vais vous la remettre juste pour que vous ayez une vision d'ensemble de l'image. Vous voyez, vous imaginez que c'est pas un cercle parfait. On imagine que c'est un rectangle ou un carré avec des bords ronds qui ont été vraiment arrondis. Donc voilà, ça c'est une forme assez classique de Tsuba. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va remarquer surtout une chose, c'est sa décoration. Ça, c'est, je vous repasse sur l'objet, c'est une décoration de ce qu'on va appeler qui est typique d'une école. Donc c'est une décoration de type tempo, puisque c'est d'une seule école de Tsuba, de forgeron, qui s'appelle l'école Saotome, qui était en vigueur donc à partir de Muromachi. En tout cas, qui a eu vraiment sa grande gloire, clairement, c'est Edo, hein, donc du 17e jusqu'au 19e. C'est une des écoles qui a été vraiment aimé et apprécié par les samouraïs et qui avait pour particularité de travailler la décoration de Tsuba non pas par de la découpe, ce qu'on va appeler des ajours, en faisant des motifs entre le vide et le plein, on va découper la Tsuba en fonction du motif qu'on a envie de représenter, non pas par l'ajout de pièces en laiton intégrées incrustées,
mais par du tampon. Et ça, c'est très intéressant parce que le tampon, faut imaginer que c'est une pièce qui a été non pas ciselée, non pas gravée, mais qui a été tamponnée. Et le tampon, je regarde juste le motif que j'avais indiqué, qui est un motif d'idéogramme. Alors, vous en avez beaucoup. Le problème après, c'est la lecture du tampon, mais vous en identifiez certains. On a Athènes, on a beaucoup, on a des symboles qui sont des symboles que personnellement j'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé du tout. Il faudrait que je tombe là, pour le coup il faudrait que j'aille au Japon pour identifier des symboles un peu comme ça. Salut Tsunoka, merci pour le follow, merci, ça fait vraiment très très plaisir, un follow de plus, c'est génial, mais j'adore les follow, merci, avec grand plaisir, bienvenue à toi. On est ici chez Kogei-san. Est-ce qu'on est bien chez Kogei-san? Bien, on est bien. Donc irashaimase, je vais refaire irashaimase. Donc bienvenue. L'objet du mercredi, c'est une tsuba que je présente, une tsuba donc une garde de sabre japonaise. C'est un objet que je présente tous les mercredis. Je présente un objet. Aujourd'hui, c'est sur cette tsuba. Donc merci encore pour ton follow et merci à tous d'ailleurs pour les follows et les commentaires. Positif que je reçois. Encore une fois, je fais ça aussi par plaisir et ça donne du baume au cœur, n'est-ce pas? On est bien. Allez, viens, on est bien. Merci Massilia. Donc cette tsuba est particulière puisque, comme je disais, en termes de décoration, vous voyez que ça a été tamponné, ce qui veut dire que ça n'a pas été ciselé. C'est pas un travail au burin. C'est pas un forgeron qui a pris son petit burin qui a ciselé. C'est vraiment, on imagine une pièce à chaud qui a été tamponnée. Voilà, avec des symboles qui ont été préalablement choisis. Moi, ce qui m'intéresse dans celle-ci, alors comme je disais, je ne vais pas m'arrêter au niveau des symboles parce qu'il y en a beaucoup. On a Athènes, le ciel, on en a certains, on a, il me semble qu'il y a le bois aussi à un moment. En fait, on a des symboles qui ont été mis. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, plutôt en faisant référence à la nature, à des symboles, c'est pas lié aux différents symboles, par exemple du zodiaque ou des symboles de clan, pas du tout. Il y en a certains qui sont très particuliers, comme par exemple celui-ci, qui me fait penser à des symboles plutôt archaïques. Donc, des poinçons, mais inversés. Oui, mais pas tous. En fait, je m'étais effectivement posé la question, et pas du tout. On a des kanji, si vous faites un petit peu de japonais, vous voyez celui-ci, il est dans le bon sens. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit d'ailleurs que au niveau du tampon, on imagine que les fameux kanji ont été comme s'ils étaient tracés au dessin. Je ne sais pas si vous faites un petit peu de japonais, mais vous voyez que par exemple les deux petits traits là que vous voyez en bas, ils sont faits comme si vous deviez les faire vous à la main. Donc il y a aussi ça. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de stylisé, on est vraiment sur des tampons, voilà, comme si c'était un peu comme si c'était une machine à écrire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il y a des symboles qui sont des symboles vraiment particuliers que je n'ai pas réussi à traduire et qu'on retrouve. Et j'espère un jour trouver le pourquoi du comment. Mais c'est pas la première tsuba, en tout cas, c'est pas la seule tsuba des Sao Tomé qui utilisent comme ça des symboles divers et variés. Est-ce que ce sont des symboles qui sont liés à une pratique peut-être pas forcément chamanique ou autre? En tout cas, c'est un mystère et j'espère découvrir ce mystère. Et d'ailleurs, quand je dis du mystère, c'est aussi ça quand on tombe sur des pièces comme ça. Et ben, on n'a pas forcément toute l'histoire. Et on aimerait avoir toute l'histoire, mais des fois on n'a pas. Donc cette tsuba est particulière pour ça. Évidemment, si dès que je couvre, je vous dirai si je trouve les infos. Je vous montre l'autre sens. Paf. Idem, qui est tamponné, vous imaginez, ça ressemble aussi à des KO, vous savez, comme si c'était des signatures, mais on trouve des kanji qui sont des kanji de base. On voit aussi qu'ils ont été tamponnés un petit peu à la one again, donc ça a été tamponné. Est-ce que ça a été fait à la va-vite? Moi je pense que c'est quand même une démarche artistique, il y a quand même une volonté derrière d'exprimer quelque chose. C'est assez étonnant parce qu'il y a quand même de la surface, comme vous pouvez voir, il y a de la surface. Et je vais vous parler après, on va voir après le détail. C'est pour ça qu'elle est très intéressante cette tsuba, parce que vous voyez, les motifs ont été mis à des endroits bien particuliers. Ça n'a pas été tamponné partout. Ça, cette technique, si vous tombez sur ce live, vous ne connaissez pas le monde des tsuba de la forge, la technique du tampon, c'est vraiment quelque chose qui est assez rare. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans, je vais dire, c'est peut-être une tsuba sur 10 qui est tamponnée, donc c'est vraiment très rare. C'est une pièce d'une seule école, c'est l'école Sao Tomé. Si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder. Alors là, on est sur Edo.
effectivement, il y en a un. Alors, les kanji, tous ceux qu'on voit, non, sont des kanji qui ont été utilisés. Maintenant, il n'y a pas de mots, ça ne représente pas un mot en particulier. Pour moi, c'est des sortes comme si c'était des associations d'idées. On a voulu représenter un symbole, une idée, on a voulu transmettre quelque chose par l'imposition de ces symboles. Il y en a, il y a ceux que vous voyez ici, celui-là qui représente, qui n'est pas du tout un kanji, qui me fait vraiment penser au motif un peu archaïque, voire c'est marrant parce que ça me fait même penser à des motifs Inca, donc un truc qui n'a absolument rien à voir. C'est très très étonnant, hein. J'essaie de le retourner, donc ça, de toute façon, je désespère pas, je trouverai, hein. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de pièces. Ce que vous voyez pour la Tsuba, au-delà du caractère du fond, hein, de ce qui a essayé d'être raconté, on voit que c'est quand même une pièce qui est finement travaillée. Si vous regardez au-delà du motif, ce qui est très intéressant dans une Tsuba, c'est évidemment la texture, l'acier, le métal. Et là, merci l'objectif macro, vous pouvez voir, je pense que je peux rapprocher même un petit peu. Je suis désolé, je regarde toujours l'écran là-bas parce que ça me permet de contrôler. Vous voyez que la matière, et c'est ça qui est génial dans les Tsuba comme ça, c'est que vous ressentez la matière. C'est-à-dire que cette Tsuba, elle est texturée, aussi bien dans le travail de l'acier. Donc ça, c'est vraiment le travail de forge du métal, hein. C'est pas les petits points que vous pouvez voir un petit peu plus foncés, ça n'a pas été tamponné avec les burins, hein. C'est vraiment le travail de forge. Donc ça, on est vraiment sur de l'acier de qualité, good qualité. Et puis vous avez derrière une découpe, par exemple des trous là, des Hitsuana, qui est nickel. Ces Hitsuana étaient utilisés notamment pour mettre les accessoires dans le fourreau du sabre, notamment le petit couteau Kuzuka ou le Kogai, c'est le Kogai, pardon, qui sont les attaches pour les cheveux par exemple. Tout ça c'est très très bien fait. Et puis vous voyez aussi, alors là malheureusement je peux pas vous montrer la bordure sur le côté, mais vous voyez que la bordure est un peu vous voyez convexe, enfin, plutôt concave. Vous voyez, ça repart un petit peu comme ça. Donc ça aussi c'est vraiment, je trouve, une belle spécificité de cette Tsuba qui a été pour le coup travaillée. On imagine que le métal a été modelé et poussé à chaud et tamponné à chaud. Donc là, il y a vraiment un travail de côté très brut, hein, qui va se rapprocher aussi de ce qu'on a par exemple dans le raku ou d'autres techniques plutôt traditionnelles, très brutes dans la matière. On est sûr que tout date de la conception. Alors, là clairement, Sao Tomé, c'est vraiment la spécialité. Donc pour moi, ça a été fait au moment de la forge. Non, ça, en tout cas, ça m'étonne et j'en ai jamais entendu parler et elle aurait pas eu cette tête-là. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où, pour pouvoir tamponner une pièce comme ça, il aurait fallu réchauffer la surface. Faut imaginer d'essayer un petit peu de refaire fondre la surface de la Tsuba, ce qui est évidemment quasi impossible si vous n'avez pas de four pour la forge, premier truc. Et deuxième truc, on le voit notamment avec le raccord avec la bordure, ce qu'on appelle le mimi. Alors je vais essayer de pas montrer mes doigts, sinon il était sur mes doigts, qui est exactement de la même patine que le reste. C'est-à-dire que la texture, si on regarde un peu à la loupe, on va voir que la texture du contour, la texture des deux faces est exactement identique. Donc c'est un travail qui a été fait en one shot, ça c'est sûr. Et ça c'est par les Sao Tomé. Mais c'est une bonne question, c'est effectivement une très bonne question. On peut, mais je n'ai jamais vu de retouches, en tout cas de faites plus tardivement. Les retouches, merci pour ta question parce que ça permet de rebondir aussi sur les petits plus pour le coup qu'on peut effectivement rajouter sur une Tsuba après coup. Une Tsuba peut être retravaillée, reprise, par exemple quand c'est des Tsuba avec des incrustations de métaux, où là certaines pièces peuvent sauter. Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a des fois des rajouts. Maintenant, à l'usage, comme vous voyez ici, c'est quand on va changer, par exemple, de lame d'un sabre. Vous avez plusieurs sabres, plusieurs lames les lames n'ont pas toutes la même taille, n'ont pas toutes le même format. Donc il était d'usage de taper au burin, de façonner ce qu'on appelle le natakagohana pour faire passer la lame. Donc ça, c'est vraiment une Tsuba qui a été utilisée, premier truc. Deuxième truc, pour bien bloquer la lame dans ce trou, vous avez des petits ajouts, vous les voyez en cuivre, qui permettent de jouer le rôle de maintien, et qui permettent aussi de stabiliser évidemment la lame dans le trou. Et donc ça, c'est des ajouts qui sont faits
au fil de l'eau, ça peut être suite à la création de sa tsuba, soit vraiment quelques siècles, quelques années, voire quelques siècles après. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une tsuba, je dirais, assez particulière, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que la technique, cette fameuse technique du tamponnage, je ne vous ai pas dit comment ça s'appelle le koku-in. Le koku, K-O-K-U-in, c'est la technique de tampon au Japon, et qui est encore une fois assez rare sur ce genre de pièces, et comme vous pouvez le voir, c'est que c'est une patine aussi, c'est pas forcément que cette tsuba a été rouillée. Je devance aussi une autre question. On peut se dire, tiens, c'est un peu marron, c'est que c'est un peu rouillé. Alors, évidemment, on est sur une pièce qui n'est pas toute jeune. Hein. Je vous avais dit, voilà, c'est 18e. C'est une pièce 18e, donc il y a quand même passé les siècles. Kachanakov. C'est vrai, carrément. Bois mes paroles. Oui, buvez mes paroles, buvez. Mais oui. Faut que je me mette un effet sur ma voix. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Si tu kiffes, bienvenue. Bienvenue. Tu verras, j'ai d'autres vidéos. Le vidéo objet, c'est le mercredi. Je fais des vidéos sur des lives sur aussi bien des artistes que des œuvres d'art. Et j'essaie d'être le plus clair possible. Voilà, j'essaie d'être le plus clair possible. Alors, j'ai pas forcément réponse à toutes les questions, hein, mais en tout cas, je le dis. Si je sais pas, je le dis. Écoute, merci pour ton compliment, c'est très sympa. Donc voilà, donc les tsuba, cette tsuba là est particulière pour ça, et comme je disais, ce que vous voyez en termes de nuances de couleurs, c'est pas que la tsuba est un peu rouillée. Alors effectivement, le métal a quand même quelques siècles, 1700, on est en 2023, bientôt 2024. Donc elle a quand même passé quelques années. Ce que je veux dire, c'est qu'il est normal qu'il y ait une petite teinte qui soit un petit peu chocolat. Mais c'est pas de la rouille, c'est qu'elle est entretenue. Cette tsuba, elle était très bien entretenue. Vous pouvez voir, le métal, il n'est pas rouillé. Mais c'est normal qu'au niveau des tampons, ça a été un petit peu plus, par exemple, oxydé. Et ça a pu être d'ailleurs dès le début. Sur les tsuba, il faut savoir aussi qu'elles ne sont pas toutes de la même couleur. Bon, celle-ci, elle est chocolat. Je vais la remettre dans la boîte pour que vous puissiez bien vous rendre compte, parce qu'après les lumières, et ça c'est incroyable aussi les tsuba, parce que c'est tellement des pièces en métal, c'est pas juste un bout de métal, c'est qu'en fonction de la lumière, du jour, de la nuit, que vous l'orientez de tel ou tel côté, vous découvrez toujours un truc. Donc c'est incroyable. Et là, ce que vous avez à l'écran, c'est la couleur, vraiment la couleur réelle de la tsuba, c'est-à-dire qu'elle est... Vous voyez que c'est de l'acier qui tire un peu vers le chocolat, et ça c'est une patine. Petite précision là-dessus, ce qu'on appelle les patines, c'est quand vous avez un forgeron donc, qui travaille une tsuba, ou après tous les autres objets, ce qu'on appelle les montures de sable qui se mettent sur le sabre en métal, il va derrière appliquer plusieurs mixtures à base d'oxyde, à base d'argile. Je pourrais vous sortir ma recherche là-dessus si ça vous intéresse, pour jouer sur les patines. Elle est plutôt sur des couleurs chocolat, des couleurs chaudes, elle est plutôt sur des couleurs plutôt vers le bleu, bleuté, soit noir, vraiment très très puissant, très fort. C'est des jeux de patine, c'est des jeux qui sont faits de couleurs, donc faits par le forgeron. Donc d'un point de vue esthétique, c'était une demande pour cette tsuba, soit c'est une demande ou c'est l'artiste qui a voulu rendre en tout cas cet ensemble uniforme et côté chocolat. Attends, je réponds à ta question. Et sinon, vous avez aussi une volonté de certaines commandes, certains samouraïs, qui ont voulu des tsuba, par exemple, patiner d'une certaine couleur, plutôt rouge, ou plutôt, on va tirer vers le bleu. Aussi, pour terminer aussi là-dessus sur les patines, c'est pour ça que quand vous voyez des tsuba dans les musées, donc ça c'est une pièce que normalement vous allez voir dans les musées ou dans des collections, elles sont protégées. La patine permet de protéger aussi le temps, l'oxydation, c'est pour ça que je peux me permettre, évidemment après je les entretiens, mais je peux les toucher avec les doigts, ce sont des objets qu'il faut toucher. Alors, vos questions. Chin-chin. Effectivement, je prends les questions plus tordues. Toutes les questions tordues, alors dans le cadre des arts japonais, bien entendu. Ça se trouve où de quoi? De la quoi? La tsuba? Où elle se trouve? Je parle rarement de ma boutique. Je vends cette tsuba, bien entendu. Je fais une petite distinction d'ailleurs là-dessus. Je vous ferai remarquer que je ne parle pas de mon activité, je suis antiquaire.
Ok, je parle volontairement pas de mon activité parce que je suis vraiment dans une démarche ici pédagogique. Voilà. Après, si vous avez des demandes, etc., avec grand plaisir. Et mon travail de recherche, alors mon travail de recherche sur les Tsuba, je me suis dit que j'allais potentiellement peut-être l'éditer parce que en fait c'est un sujet que j'ai fait, donc moi pour la petite info, sur les patines, sur les techniques de Tsuba. En fait, quand j'ai fait mon sujet, mes sujets de mémoire, c'était en 2000, voilà, attention, ça remonte, 2004. Rien n'avait été fait. En tout cas, rien n'avait été fait en français. Attendez, je vais changer la musique. Rien n'avait été fait en français. Vous aviez quelques recherches qui étaient assez anciennes sur je dirais, les recherches... plutôt début 20e sur les Tsuba, du pourquoi c'est rouge, pourquoi c'est de quelle couleur, pourquoi telle et telle technique, donc rien n'avait été vraiment fait. Et il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai refait un petit tour, on n'a pas vraiment de publications qui ont été faites. Donc je pense, la question c'était plutôt de me dire est-ce que ça peut vraiment intéresser les gens, et je pense que même si c'est une micro-population, ça peut être intéressant. Objectif 2024, peut-être pas le premier trimestre, mais au moins peut-être premier semestre, je pense éditer, les sortir en bouquin. Voilà. Après, c'était technique, mais c'était surtout d'expliquer aussi bien, j'ai beaucoup travaillé sur l'esthétique des Tsuba, aussi bien sur effectivement sur le fond, mais sur la forme. Quand je parle sur la forme, c'est aussi les techniques. Après voilà, j'ai d'autres sujets peut-être aussi. Bref. Il va falloir trouver du temps pour faire tout ça. Tsunaka, tu m'avais dit pourquoi avoir fait des rajouts en cuivre, trop compliqué de refaire la même patine. Alors non, en fait ça a toujours été un alliage de cuivre. Alors, de cuivre, il faut savoir que la Tsuba en elle-même c'est d'acier. Ok, les métaux, ce qu'on appelle plutôt les alliages mous ou moelleux, sont carrément, t'imagines, carrément. En plus je connais, voilà. Je connais le conservateur qui est adorable, qui est génial. Il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de moyenner. Ouais, après, j'ai d'autres idées dans les bouquins. Je trouve qu'il n'y a pas assez de choses, en tout cas, autour des arts japonais. Et ne serait-ce que d'un point de vue même pédago, même pour les enfants, les ados, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est dans ma petite tête. Voilà. Oui, non, juste pour finir pour cette histoire de pourquoi on rajoute ces petites boules de pâte là, parce que le cuivre c'est un métal qui est un métal mou, souple, qui se façonne très facilement. Faut comprendre aussi qu'avec les jeux de chaleur, un sabre est porté, il faut s'apporter, bon, même si c'est une pièce, attention, le sabre il est dans son fourreau, la Tsuba elle est toujours bon, même si ces parties-là vont être un petit peu protégées, c'est quand même à l'extérieur, je dirais. Donc c'est soumis quand même aux intempéries, aux mouvements de chaleur, d'humidité, etc. Et il s'avère que ajouter un métal qu'on va qualifier de mou va permettre quand même de maintenir et de bouger. Il faut imaginer que c'est un peu comme une sorte de gel qui va finalement s'adapter, et en fonction évidemment de la lame qui va bouger, si vous tapez, vous cognez avec la lame, les vibrations font que le métal permet de tempérer le mouvement. Je ne sais pas si tempérer c'est le bon mot, vous m'avez compris. Et puis, encore une fois, tous ces jeux de température, de modification font que on était obligé de mettre un métal souple, et il n'était pas d'usage après de repatiner ce métal. Tout simplement parce que ce sont des petites pièces qui de toute façon se remettaient très régulièrement. Plus on avait des Tsuba qui étaient portés notamment au combat, plus les pièces, et puis plus vous changiez de lame, attention, je n'ai pas précisé aussi sur les Tsuba, là, je suis en train de vous faire un cours sur les Tsuba, mais là vous imaginez qu'un samouraï pouvait avoir plusieurs Tsuba, plusieurs lames, et en fonction de son usage, du combat, de l'aspect décoratif, il switchait. C'est un peu comme les coques de téléphone, vous switchez, vous changiez de décoration de sabre. Et en fonction de la région, si c'est un cadeau, etc., etc. C'est ça qui est passionnant avec les gardes de sabre. Donc voilà. Et alors, ça c'est le petit critère, mais quand vous voyez des Tsuba, alors attention, pas toutes, parce que des fois il y a eu des faux
martelages comme ça. Mais quand vous voyez des marques et quand vous voyez notamment les petits ajouts en cuivre, c'est que ce sont des Tsuba qui ont été portés. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de copie ou d'ajout postérieur pour me faire croire que la Tsuba a été portée. D'ailleurs, on voit que le Hitsuana, donc, en fait, elle va être dans ce sens-là, hein, avec la lame vers le bas. Vous voyez que ça a été... c'était pas nickel. Donc, c'est que ça a été... clairement, ça a été utilisé. Dans certains cas, on retrouve aussi hein, sur des lames, des coups, sur des Tsuba, des coups de lame, des coups sur les chocs, ça peut être sur les contours. Donc ça, c'est génial. Porté sur au moins 2 armes du coup. Celle-ci, oui, très probablement, ouais. Très probablement, mais en tout cas, vu sa taille, 8 cm, on est quand même sur un katana. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs lames. Le plus court, c'est le Tanto. J'hésite à vous le montrer, enfin je vais pas vous le montrer là maintenant tout de suite, le montrer parce que ça reste quand même une arme et Twitch, il faut que je me renseigne un peu sur les catégories. Déjà l'autre fois j'avais présenté les petits couteaux, c'est passé, mais je voudrais pas me retrouver ban tout simplement parce que j'ai montré une lame. Déjà que il faut savoir que sur Instagram il y a des posts avec les lames de sabre qui peuvent être ban tout simplement parce que c'est arme. Donc je crois que l'autre fois j'avais présenté un sabre de Tanjiro, donc on n'était pas du tout, mais c'est pour vous présenter le truc. Mais je vais essayer de me représenter, d'essayer de me renseigner sur cette histoire de lame. Bref, cette Tsuba, elle est assez importante, donc importante en taille, donc elle fait quand même 8 cm. Il faut savoir aussi que les Tsuba en moyenne font 6 cm plutôt, en moyenne, donc là on a quand même 2 cm de plus, donc c'était quand même sur un sabre qui était assez long. Évidemment vous ne le mettez pas sur un petit sabre Tanto, ni sur un wakizashi, celui qui fait entre 30 et 50, on était vraiment sur une lame de katana, plutôt 50 cm, voire lame qui devait être assez puissante, forte, puisqu'on est sur une pièce quand même qui a du poids, et qui, encore une fois, comme je disais, a pour objectif d'amener plus de coups, plus de force. Je ne sais pas si vous avez fait déjà du Kenjutsu ou Iaido, mais la Tsuba, la garde, a vraiment un objectif aussi dans le poids, dans le coup, dans le tranchant. Voilà. C'est passionnant. On pourra en parler. Moi, c'est mon sujet. Hein. C'est mon sujet de favori. Et voilà, il y a tellement de choses à dire que c'est un plaisir. Pour terminer sur cette Tsuba, je vous remonte de l'autre côté parce que je reste toujours sur la même forme. Regardez quand même le martelage du truc, c'est quand même dingue. On est sur une pièce donc qui est la 18e. Les Sayotome, ils ont été vraiment proactifs, hein, comme je disais tout à l'heure, en 17-18e, c'est vraiment une école qui a été très proactive. Maintenant, dans les collections, sur les Tsuba qu'on va pouvoir retrouver, ce ne sont pas des pièces qu'on va retrouver très régulièrement. Parce que c'est assez particulier. Moi j'aime bien le fouillis, hein, ce côté-là, hein, les kanji qui ont été tamponnés les uns sur les autres, j'aime bien ça. Je pense que ça a voulu, enfin il y a vraiment une volonté de le faire, hein. Il l'a pas tapoté là juste par hasard, parce qu'il était vraiment bourré et il était au saké. Franchement il a un petit peu trop forcé de ce côté, donc il a appuyé. Et donc je pense que tout ça a été vraiment volontaire. Voilà. Après, c'est aussi la part de mystère de ce genre de pièces. Tu me dis que tu fais que du kendo pour l'instant. Eh ben, trop cool le kendo. Moi j'avais fait du kenjutsu. Et le kendo, bah, c'est un truc de... Ouais, c'est génial aussi. C'est top. Enfin voilà, donc cette Tsuba qui garde encore plein de mystères. Et puis bah, qui j'espère, un jour donnera, en tout cas, on arrivera à trouver des clés. Ça c'est au fil des recherches. Je pense que de toute façon au fil des recherches je vais tomber sur un des kanji qui n'est pas un emblème, qui est un des motifs là, qui est représenté, qui me fait penser un petit peu aussi au motif Ainu. Voilà, les Ainu, dont le peuple du Nord que j'avais évoqué semaine dernière. Il faut que je regarde dans les motifs Ainu s'il n'y a pas un rapport avec ça. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être avait des ascendants d'autres peuples et qui a voulu représenter, qui a demandé à ce qu'on représente sur cette Tsuba ces symboles, c'est tout le mystère. En tout cas voilà, bah, j'espère que cette pièce vous a plu, un peu plus grande que l'objectif, mais qu'elle vous a plu. Possible que ce soit un emblème de clan de famille, non. Non. En tout cas celui-ci, les autres kanji, je me suis demandé effectivement si ça pouvait pas en cumulant, hein, j'ai fait tous les tests possibles avec les kanji
voir si ça se rapprochait de nom de famille. J'ai fait chou blanc, hein, franchement. Niet, j'ai pas trouvé. C'est pour ça que je pense que les kanji utilisés ont été vraiment utilisés dans le cadre de symboles pour exprimer quelque chose derrière. Mais celui qu'on retrouve à plusieurs endroits, qui est vraiment très particulier, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment celui-là qu'on retrouve à plusieurs endroits, qui n'est pas un emblème de clan, qui est quelque chose encore une fois, de très étonnant. Mais je pense que je trouverai un C4. Mais c'est pas un emblème de clan, ça c'est sûr. Bah écoute, merci Massila, c'est passionnant et puis moins long qu'hier. Oui, bah non, c'est vrai qu'hier j'ai fait 1 heure hier, hein. Attention. Tu vois, j'ai fait 1 heure. Bon voilà. C'est vrai que l'objet là, bon voilà, comme on pose des questions, un objet c'est vrai que c'est 30 minutes, 40 minutes, si après on échange, on va dépasser un peu. C'est vrai que sur les sujets comme hier, si vous tombez dessus, ou pour toi Tsunoka, hier j'ai parlé des 36 vues du Mont Fuji. Voilà, c'est un sujet d'1 heure. Très bien. Merci. Oui, enfin voilà, moi je pense qu'il ne faut pas sur des sujets comme ça, quand on est les conférences que je peux faire dans la vraie vie, c'est plutôt d'1h30, ça peut aller jusqu'à 2 heures. C'est différent, on a des slides, on échange beaucoup. C'est vrai qu'en live, je trouve que c'est pas comme quand on fait du stream de jeu, là c'est différent. T'en veux encore? Eh bien écoutez, la prochaine fois, rendez-vous la semaine prochaine pour l'objet. En tout cas, je vous remonte le planning, tiens. Puisque les objets, donc je dis comme d'habitude les objets, c'est le mercredi objet. Demain, on part, je vous remontre, tac, si j'arrive à me remettre sur mon tweet, parce que j'ai mon écran, tic, tac, touc. Hier, on a parlé des 36 vues du Mont Fuji. Replay dispo sur Twitch, replay dispo sur YouTube. J'ai fait une version courte que je poste sur TikTok. Après, je sais que TikTok, on n'est pas forcément sur le même public, on n'est même sur le public qui est aussi sur Twitch. Mais je trouve que TikTok, on touche d'autres gens, évidemment plus jeunes aussi. Donc c'est pour ça que je fais des formats toujours en parallèle. J'essaye de faire des formats très courts sur TikTok. Là aujourd'hui c'était Atsuba. Demain midi je fais un petit point sur les expos, les choses qui se passent en ce moment. Donc, c'est une demi-heure, c'est très très court. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder les replays. Et je fais ça midi et demi. C'est vraiment focus sur les belles grandes expos qu'il y a en ce moment au Japon et en Corée. Une demi-heure. Hein. Et demain soir 21h, on parle du Tanuki. Voilà, le Tanuki demain. Ah bah top. Alors écoute, les mythes et légendes, c'est calé le jeudi. Donc demain c'est effectivement le point Tanuki. Alors, en fonction des lives, peut-être que en fonction de... Je dois bosser sur mon ouvrage. Je décalerai pour le moment, je gérerai le rythme. Après, il y avait eu des changements de programme qui ont fait que j'ai pas pu forcément le faire tous les jeudis. Mais on reste sur ce rythme-là. On est bien, n'est-ce pas, Massilia? T'as vu, on tient le rythme quand même. Et donc là, effectivement, jeudi, c'est Tanuki. En tout cas, le jeudi, je reste mythe et légende le jeudi. Voilà. Et le vendredi. Alors, un petit changement de programme, normalement, le vendredi, je fais des lives qui sont autour des arts graphiques et de la photo. Vendredi dernier, j'ai présenté 3 photographes. Là, je vais le faire plutôt le midi. Et je pense qu'à l'avenir, je vais réfléchir par rapport au maintien du vendredi soir. Parce que je sens qu'il y a beaucoup moins de gens. Bien sûr, on délève plus le Tanuki, évidemment. Donc, le Tanuki délayé, c'est une team... Tsunoka, tous ceux qui veulent arriver dans Warcraft Rumble, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on raconte là, venez dans cette équipe, formidable. Bref, donc demain, juste pour terminer, voilà, vendredi midi, je fais une petite sélection Instagram de comptes d'artistes contemporains japonais, une petite dizaine, pareil, c'est un petit focus sur les artistes à suivre. Je fais ça midi 13, je me dis pause déjeuner, le vendredi c'est plus cool. Ça peut intéresser aussi un public différent parce que c'est vrai que le vendredi soir, ça fait un moment que je me suis demandé si je maintenais les lives du vendredi, genre 19h, même 21h. Ça reste vendredi soir. Pas forcément pour moi, mais globalement c'est
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. C'est un peu dommage. Bref, voilà, j'espère que ça vous va. J'espère que ça vous a plu. Apparemment oui. Et encore une fois, je vous remercie vraiment pour vos commentaires et s'il y a des choses à modifier, longueur, vous voulez que j'appuie plus de choses, avec grand plaisir. Tsunoka et tous ceux qui sont ici, qui sont passés, qui sont revenus, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me les mettez en DM sur les différents réseaux sociaux ou dans les commentaires de la vidéo, avec grand plaisir. Pour ta question, maintenant, oui, je reste sur 21h. Je trouve que 21h, c'est un bon horaire. Bon là, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que 21h, c'est un bon horaire parce que souvent, avant le repas, c'est toujours pareil, j'ai pas envie de dire, tiens, il faut caler à tel endroit, mais comme j'ai quand même une approche qui est quand même assez accessible, je trouve, enfin, j'essaie d'être le plus clair possible. Je suis pas trop prise de tête parce que c'est vrai que des conférences, mais moi, hein, suivre des conférences le soir, bon, là, je suis pas en mode conférence, c'est quand même cool. Donc si le 21h ça vous va, je maintiens le 21h. Je trouve que c'est un bon horaire, quitte à faire peut-être des lives qui sont effectivement 45, grand max 1 heure. On dépasse pas 1 heure, quoi. Voilà, de toute façon, certains vont me dire oui, certains vont me dire d'autres. Mais 21h, je trouve que c'est cool. Avant un petit Netflix, avant ce que vous voulez, c'est bien. Je comprends tout sauf le micro hanté. Écoute, cette histoire de micro, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je pense que soit c'est très simple, soit c'est un problème de câble. Je pense que c'est le câble ou de la prise. Il va falloir que je change de connectique. Mais quand je touche pas, tout va bien. Voilà, quand je touche pas, tout va bien. En plus, j'avais fait en sorte que ma voix ce soit à peu près propre, dans le sens où vous n'entendez pas aussi le PC ou quand je touche les objets. Donc normalement, tout va bien. Bref. Merci d'être venu. Merci à Tsunoka, encore une fois pour ton follow. Ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à en parler, comme je disais, autour de vous. Là, je vais basculer 22h, c'est l'heure de basculer, donc je vais cutter le live, je vais en rouvrir un. Je vais plutôt pour le gaming. Je sais pas si je me fais du Diablo ou un petit Genshin. Puis après, il y aura un petit Rumble, évidemment. Top, merci beaucoup pour tes commentaires, Massilia. Donc là, je cut et puis je vais basculer sur un petit, je sais pas, peut-être un petit Genshin. Tiens, on va voir. Eh ben écoute, merci vraiment pour tes commentaires. Rendez-vous demain, Tanuki, 21h. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous restez, que ça vous intéresse après de revoir du jeu, à vrai dire. Bon, en même temps, je me dis Genshin, mais le soir, c'est Diablo, hein, décidément. Donc je pense que je vais quand même recontinuer mon Diablo. Donc voilà, si ça vous intéresse, je continue là-dessus. Des fois je parle Japon, hein, quand même, hein, pendant les... Alors, Genshin, je peux plus parler de Japon que dans Diablo où je suis quand même focus, mais je peux parler, écoutez. En tout cas, merci encore pour vos commentaires, passez une très bonne soirée et puis rendez-vous demain. Ciao.